BFM Business, BFM Crypto, le club. Et comme chaque jour, effectivement, 16h36, c'est votre rendez-vous crypto quotidien. Nos experts sont à nos côtés, ils viennent de nous rejoindre. Lilian Aliaga pour Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. Bonjour et bienvenue. Et puis Vincent Gann qui nous appelle. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour Lilian, bonjour à tous. Analyste technique indépendant. Lilian, oui. Bitcoin décidément en forme, même s'il recule un tout petit peu là, mais c'est symbolique, à plus de 31 000 $ désormais le Bitcoin. Oui, alors effectivement, le cours de Bitcoin, ça fait quelques séances qu'il affronte la résistance technique majeure des 31 000 $. Vous l'avez bien cité à juste titre, Guillaume. C'était déjà le point haut au moment de la crise bancaire et là où nous y sommes revenus avec l'appui de toute l'actualité autour des deux ETF crypto. Alors, la grande question du moment est de savoir si le cours de Bitcoin sera capable de franchir cette résistance technique majeure. Mais avant de répondre à cette question, tout d'abord, laissez-moi rappeler aux auditeurs, en tout cas prendre un peu de recul, le premier semestre boursier, il est terminé. Alors, vous en avez beaucoup parlé sur votre antenne, sur les autres classes d'actifs, mais il a été très favorable au cours du Bitcoin. Le cours du Bitcoin qui prend 86% depuis le début de l'année, qui a à la fois largement surperformé les actifs risqués. Alors, j'entends par là l'ensemble des indices boursiers du marché action, même le compartiment technologique, il a fait 2 à 3 fois mieux le Nasdaq, par exemple, le compartiment de la tech aux États-Unis. Et puis, au sein de l'écosystème, le cours du Bitcoin a surperformé les altcoins. En gros, sa dominance remonte. Bref, en fait, concrètement, c'est le patron, c'est le leader, le cours du Bitcoin, sur les marchés en général et au sein donc, de l'écosystème. Maintenant, la seule bonne question à se poser en ce début d'été, c'est quelles sont les conditions fondamentales et techniques requises pour ne pas effacer cette hausse. Quelles sont les conditions fondamentales et techniques requises pour pouvoir poursuivre cette marche en avant. Alors, si l'émission durait 20 minutes, on pourrait en parler en détail, mais comme mon temps de parole ne dure que quelques secondes et que en plus je suis en train de le gâcher, bref, j'ai fait ma propre sélection. Alors, je vous donne ma sélection pour les auditeurs pour pouvoir maintenir cette tendance haussière. Tout d'abord, et ça peut sembler aller de soi, éviter tout choc exceptionnel endogène. Alors, il y en a eu un certain nombre ces derniers mois au sein de l'écosystème. Pour moi, la priorité, c'est d'éviter tout choc qui concernerait un stablecoin. Concernant ensuite les plateformes crypto, je pense qu'on a déjà eu notre série de chocs. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire. Deuxième condition qui me paraît majeure pour que le cours du Bitcoin franchisse les 31 000 $ et aille chercher les 36 000 $. Moi, c'est ma cible, à titre personnel encore une fois. La deuxième condition, elle est de nature cross-asset. Il faut que le dollar américain conserve sa tendance baissière, celle qui est la sienne depuis le mois d'octobre dernier. Et pour cela, il faut, ça vous le savez mieux que moi, mon cher Guillaume, que la désinflation se poursuive aux États-Unis et même qu'elle prenne une nature sous-jacente. Alors, troisième condition, ça on en parle beaucoup depuis quelques semaines, c'est ce qui a permis au marché de remonter à son prix actuel, la fameuse participation institutionnelle sur les contrats futurs, sur les contrats d'options et toute l'actualité autour des ETF, il ne faut pas que ça affaiblisse. Et enfin, sur le plan technique, il y a un scénario à éviter, ce serait le scénario du pire, ce serait celui du double top à 31 000 $, et là qui mettrait un terme à la reprise depuis le début de l'année. Maintenant, pour ce qui est du très court terme, et je cède la parole, tant que le cours du Bitcoin se situe au-dessus des 30 000 $, tant que Ethereum dollar se situe au-dessus des 1 900 $, la tendance reste haussière. Oui, et la barre technique majeure que vous citiez, c'est quoi, 36 000 $ sur Bitcoin, c'est ça? Alors, 36 000 $, c'est ma cible technique, oui, pour le cours du Bitcoin, une fois le breakout, la cassure technique haussière des 31 000 acquise, ce qui n'est pas encore le cas, mais j'espère que cela sera le cas d'ici la fin de semaine. Et le jour où l'on franchira, on en est loin encore, hein, bien sûr Vincent, mais le jour où l'on franchira les 36 000, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce sera tout the moon? Écoutez, alors, franchir les 36 000, ce sera beaucoup plus compliqué parce que c'est une zone de liquidité. Si vous regardez la map de la liquidité répartie par niveau de prix sur le cours du Bitcoin, sur l'ensemble du bear market, donc entre 70 000 et 15 000 $, c'est là où on trouve le plus de liquidités vendeuses. Donc rejoindre les 36 000 $, ensuite pour moi, le marché marquera une pause quelques mois et franchira dans un second temps en 2024, d'ici le prochain halving, cette résistance. Mais lorsqu'on va l'atteindre, et je pense qu'elle sera atteinte d'ici la fin de l'été, on marquera une pause. Ça prendra probablement la forme d'une phase de transition latérale entre les 31, 32 et les 36. Vincent Gann. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés. Une nouvelle fois, analyste technique indépendant. Vous tous qui nous suivez, vous pouvez aussi bien sûr parcourir la newsletter BFM Crypto. Elle est disponible et publiée chaque lundi à 18h, cette newsletter de Pauline Armandé, dans laquelle il est notamment question cette semaine des devises numériques et de l'euro numérique. À quoi ressemblera l'euro numérique? Vous pouvez bien sûr consulter cette newsletter en flashant ou en scannant le QR code qui apparaît sur vos écrans si vous nous suivez en direct là, à la télévision ou encore sur l'appli BFM Business. Lilian,
Il s'en passe des choses dans cet écosystème crypto. Revolut a décidé de délister les cryptos Matic, Cardano, Solana à cause de la réglementation américaine. Voilà, c'est une actualité qui est tombée en fin de semaine dernière. Donc c'est Revolut, la néobanque, qui annonçait à ses clients américains qu'ils ne pourraient plus acheter les crypto-monnaies, donc Cardano, ADA, Sol de Solana et Matic de Polygon à partir de maintenant et qu'ils ont jusqu'à mi-septembre pour vendre ces actifs. La raison qui a été évoquée dans le mail qui a été communiqué aux clients américains, c'est que le cadre réglementaire aux États-Unis n'est pas assez clair et donc ils doivent s'y conformer. Et comme vous le savez très bien, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Il y a la SEC qui s'est attaquée il y a quelques semaines aux grands acteurs crypto en leur reprochant notamment de proposer aux clients américains de trader des actifs qui sont considérés comme des valeurs mobilières. Et justement, dans les plaintes qui ont été déposées à l'encontre de Binance et Coinbase, on a toute une liste d'actifs et ces 3 actifs-là en font partie. Et donc Revolut a décidé de manière proactive de retirer le listing de ces actifs-là pour ne pas se faire taper sur les doigts dans quelques semaines ou quelques mois. Et donc, information quand même importante à retenir, ça ne concerne que les clients américains, ça ne concerne pas les clients français par exemple, puisque c'est que le cadre réglementaire américain qui pose problème dans cette actualité. Effectivement, donc Revolut déliste ces cryptos. Parallèlement, vous citiez, puisqu'on parle des plateformes, là on va y rester, vous citiez Coinbase. Incroyable, la hausse de Coinbase là, sur les marchés américains. Plus de 70% de hausse en un mois. Grâce à qui? Grâce à BlackRock et son ETF Bitcoin. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on en parlait avec Vincent, il n'y a pas beaucoup d'actifs, même dans l'écosystème crypto, qui peuvent se targuer d'avoir une hausse aussi importante en l'espace de un mois. 70% pour l'action de Coinbase en bourse. Et la raison, c'est tout simplement donc cet ETF Bitcoin Spot qui a été proposé par BlackRock. Alors il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Il y a un mois, l'action de Coinbase était à son plus bas historique à cause justement de ses affaires avec la SEC. Elle a bien remonté grâce à ces rumeurs. En fait, concrètement, BlackRock a proposé un ETF Bitcoin Spot à la SEC le 15 juin dernier. Et ils y ont ajouté une petite touche particulière, c'est une surveillance partagée avec une autre entreprise qui n'a pas été mentionnée dans la première demande. Les rumeurs voulaient que ce soit potentiellement Coinbase. Et justement, hier, les rumeurs ont été confirmées puisque la SEC a demandé à BlackRock de refaire une nouvelle demande pour cet ETF puisque la précédente n'était pas conforme. Et dans cette nouvelle demande hier, ils ont en effet précisé que c'était Coinbase qui les accompagnerait pour la surveillance de cet ETF Bitcoin Spot. Et donc voilà, Coinbase qui se valorise en bourse avec un beau plus 70% en l'espace de 30 jours. Et cet ETF Bitcoin Spot de BlackRock qui pourrait donc bel et bien voir le jour, puisque BlackRock, cette nouvelle mouture est faite justement pour rassurer la SEC et répondre à ces demandes. C'est le meilleur candidat à l'heure actuelle en s'associant avec Coinbase pour obtenir le premier ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. En 2021-2022, on a vu beaucoup de demandes. Ça n'avait pas du tout fonctionné. La SEC les avait toutes balayées. Et là, on a fort espoir que cette fois-ci, ça pourrait être accepté enfin. Oui, beaucoup d'ETF Bitcoin qui ont été annoncés ces dernières semaines, on va voir. S'ils répondent aussi aux attentes et aux exigences de la SEC, mais qui pourraient aussi annoncer une nouvelle mouture, peut-être justement pour avoir une chance de véritablement voir le jour sans s'attirer les foudres de la SEC. Et pendant ce temps, dans l'univers des NFT, Azuki, qui fait pourtant référence dans cet univers des NFT, Azuki s'est planté, en tout cas il y a eu un petit problème, une énorme controverse surtout sur le mine de nouveaux NFT, au point que la communauté Azuki réclame la tête du fondateur du projet, carrément. C'est ça. Le projet Azuki a connu des jours assez compliqués. Ouais. Pourtant, comme vous le disiez, c'est l'un des plus gros projets NFT de notre écosystème. La semaine dernière, ils avaient prévu le lancement d'une nouvelle collection de 10 000 NFT qui était très attendue par la communauté. Ça s'est vu d'ailleurs. En l'espace de 15 minutes, ils ont vendu ces 10 000 NFT qui étaient quand même mis à un prix de 2 ETH l'unité. C'est quand même assez énorme, $3 800 en période de bear market, c'est pas rien. Ça fait qu'ils ont levé en l'espace de 15-20 minutes à peu près 20 000 ETH, donc 38 millions de dollars en l'espace de 20 minutes. Bien joué. Sur le papier, tout se passe très bien. En réalité, pas tant, puisque la communauté s'est plaint notamment que lorsqu'il y a eu la révélation du design, finalement, c'était quasiment la même collection que la précédente. Il n'y avait pas eu d'effort sur le design. Certains ont même eu 2 fois le même NFT finalement, sur 2 collections différentes. Donc évidemment, grosse colère de la communauté qui se met à vendre les NFT massivement. Le prix plancher, qui est l'élément qui nous permet de déterminer la valeur d'une collection de NFT, a chuté. Il était à peu près à 15 ETH pour la collection Azuki avant la vente. Il est tombé à moins de 6 ETH. Donc ça fait 150 millions de dollars de capitalisation qui s'est évaporé en l'espace d'une journée. Coup dur pour la collection. Mais comme vous le disiez, ça ne s'arrête pas là. Il y a des membres de la communauté qui ont décidé de créer un token et de le distribuer à part égale à tous les détenteurs de NFT Azuki pour créer une organisation autonome décentralisée, une DAO, et pour proposer un vote de gouvernance. Et l'idée de ce vote de gouvernance, c'était d'engager un avocat
pour demander, donc faire une attaque en justice finalement au fondateur de Azuki, lui demander de restituer les 20 000 ETH à la DAO. Et donc ce vote de gouvernance qui a été accepté à 88% par la communauté. Et donc vraisemblablement, on devrait avoir pour la première fois une DAO liée à des NFT qui attaque en justice son fondateur, en tout cas le fondateur du projet. Et c'est un sujet qui est très intéressant. Comme disait Vincent tout à l'heure, si on avait beaucoup plus de temps pour discuter, on aurait pu en parler longtemps. C'est la représentation juridique de ces DAO. C'est un sujet qui est sur la table depuis le tout début. Dès qu'il y a eu des DAO, c'est un sujet qui a été mis sur la table. Mais on n'a pas de cas concret, d'exemple par le passé. Il y a eu quelques fois où c'est arrivé, où on parle des DAO en justice, mais c'est tellement vaste, il y a tellement de DAO différentes, de niveaux de décentralisation différents qu'on ne peut pas donner une représentation juridique de ces DAO. Et on espère que si ce procès va au bout, ça permettra d'avoir peut-être un premier exemple de représentation juridique d'une DAO dans le cadre d'un projet de NFT. Effectivement, et donc la communauté Azuki qui crée ce DAO pour poursuivre le fondateur du projet en justice, déçue qu'elle est, cette communauté, par l'allure des NFT pour lesquels beaucoup ont payé, vous le disiez, l'équivalent de 2 Ethers par NFT. 3 800 $. Wow. Pour avoir le même résultat que... Ouais. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Lilian Aliaga, régulièrement à nos côtés, il est rédacteur pour Cryptost, 16h47. Le CAC 40 en ce moment recule toujours légèrement, presque une séance pour rien, moins 0,18%.